Bonsoir. Pour être en bonne santé, il faut manger sainement. Sauf que la qualité des aliments que nous consommons n'est pas toujours au rendez-vous. Le poisson, par exemple, il est considéré comme excellent pour la santé. Pourtant, en raison de la pollution des fleuves et des océans, il a de forts risques de contenir du mercure ou du pyralène. Alors, peut-on en manger sans risque? Et la viande, d'où vient-elle? Est-elle bien conservée? Peut-on se fier aux emballages? Vous verrez que les dates limites de consommation peuvent être trompeuses. Un boucher nous révèle les nouvelles méthodes pour transformer la viande avariée en produits frais et ça fait froid dans le dos. Nous nous sommes aussi rendus en Chine où de nombreux scandales alimentaires ont éclaté. Lait contaminé, pollution chronique de l'eau. La Chine est loin d'offrir toutes les garanties en matière sanitaire. Dans ces conditions, faut-il avoir peur des produits alimentaires chinois ? Surtout lorsque l'on sait que dans la plupart des denrées vendues en France figure au moins un composant provenant de Chine. Et que contiennent réellement les plats que nous mangeons? Voici 90 minutes enquête, plat préparé, label, que mange-t-on vraiment? Service vétérinaire, contrôle d'hygiène de votre établissement. Voilà. Donc on va vous demander de procéder à la destruction de ces produits. Le lundi 31 octobre 2005, 9 enfants intoxiqués. Regardez déjà là dans quel état était Diego. La bactérie avait contaminé la viande qui a servi à fabriquer le produit. Il a fini dans le coma. Il faudrait 6,5 kg de coquilles. Expliquez-moi comment vous faites que ça se fait. Il y a toujours eu du monde qui a déjà été malade ici. Oui, oui monsieur, vous avez reçu un courrier. On va acheter des œufs, élever en plein air s'il vous plaît. Mais est-ce que ça veut dire le 3 là? Le 3 ça veut dire élevage en cage. Par terre, on je vous fout dans la gueule. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Tout ce qui était périmé, on le mettait en boucherie pour que les bouchers retravaillent la viande. Voilà comme elle est. Vous avez une tranche partout. Vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. Nous sommes des services vétérinaires et nous venons faire le contrôle d'hygiène de votre établissement. Région parisienne. Contrôle d'hygiène dans la cuisine d'un restaurant. À première vue, rien à signaler. Mais à l'ouverture du premier frigo, la température monte chez les inspecteurs. C'est pas le pot d'origine. Non. Non. Il n'y a pas de date de préparation sur ça. C'est quoi ça monsieur? Du thon que de la sel, le gros sel. L'état de l'emballage. Vous pouvez pas mettre dans un emballage aussi. Pas propre. Ça c'est pour moi. Non, mettez-le là. À l'examen du contenu plus que douteux du congélateur, il ne laisse plus aucun doute. Là. C'est comment? Ça c'est le steak. Le ramsteak, vous l'avez acheté congelé? Oui, j'ai coupé simplement. C'est du produit que vous avez acheté en surgelé ou en... Oui, mais en surgelé ou en frais? En frais? Comme la viande à acheter fraîche, vous ne pouvez pas la congeler vous-même. Là, qu'est-ce que c'est? Ça c'est steak haché. Que vous avez... Ils ne sont pas emballés, ils ne sont pas protégés du tout. Avec la glace, du coup, ça va être brûlé par le froid, là, de les garder... Ça ressemblerait à moi je dirais du foie, vu que c'est coupé. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est brûlé par le froid. Ça a été stocké dans un emballage qui n'est pas un emballage alimentaire, donc ça ne répond pas aux règles d'hygiène. Cuisine crasseuse, vaisselle répugnante, les restes alimentaires côtoient les ingrédients prêts à être cuisinés. Reste-doigt, il y a de la mousse dessus. Quant à ce réfrigérateur, il regorge de produits périmés. Et ce n'est pas fini. Des bouchées à la reine moisie et des chipolatas en piteux état. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans votre réfrigérateur. Pour ces inspectrices qui traquent les restaurateurs sans scrupules, c'est le jackpot. Alors elles décident de tout fouiller. Direction les caves. Ces produits vont suivre le même chemin que les autres. Voilà encore 50 kilos de viande mal emballée et conservée dans des conditions plus que douteuses. Rien ne va plus. On va vous demander de procéder à la destruction de ces produits. Allez chercher un autre sac poubelle auquel on va les mettre. Tu l'as mangé? Oui.
J'achète lundi ça. Bah écoutez, ils sont pas conservés dans ce qu'on... Sinon, je ne veux pas me restaurant. Je ne veux pas compter comme ça, je ne comprends pas. J'ai acheté lundi et je rejette aujourd'hui. Ça, je ne comprends pas. Si le restaurateur ne veut pas que son restaurant soit fermé, il devra exécuter des travaux pour le mettre aux normes. Et dans l'immédiat, toute la marchandise douteuse sera détruite. Pour lui, le manque à gagner est important, mais cela n'émeut pas les inspectrices. Kebab pourri, viande avariée vendue en supermarché, ingrédients à l'origine douteuse et poissons contaminés par des produits chimiques. Faut-il avoir peur du contenu de nos assiettes? Plongé dans l'univers de la malbouffe et des scandales alimentaires. Il y a quelques mois, près de Bordeaux, les dirigeants de l'un des plus gros fabricants français de viande sont mis en examen. Motif, tromperie aggravée et blessures involontaires. Leur entreprise est à l'origine d'une très grave intoxication alimentaire. Comment de simples steaks hachés ont-ils empoisonné des dizaines de familles? Pour avoir mangé l'un de ces steaks surgelés, Diego, alors âgé de 6 ans, a frôlé la mort. Ça, c'est le dossier que j'ai fait. Ça, c'est le premier jour où Diego est arrivé à l'hôpital de Bordeaux. Regardez déjà, là, dans quel état était Diego. Il était branché de partout, en fait. Pendant 15 jours, on ne savait pas s'il allait... on allait le revoir, si on n'allait pas le revoir. Donc ça a été, Il a pris 14 kilos d'œdème. S'il ne perdait pas les œdèmes, il ne s'en sortait pas. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Pas, oui. Ah, donc c'était entre la vie et la mort pendant 15 jours, oui. C'est long. Diego est aussitôt transporté à l'hôpital, mais son état s'aggrave dangereusement. Donc une gastro, vomissement, diarrhée sanglante. Donc on l'a fait hospitaliser et il a fini dans le coma. En quelques jours, c'est toute une région qui est frappée. Les médecins diagnostiquent une intoxication alimentaire, mais ignorent son origine. Les cas se multiplient et la psychose s'installe. Lundi 31 octobre 2005, 9 enfants intoxiqués. Mardi 1er novembre, vigilance maximale, 18 personnes intoxiquées, dont 16 enfants hospitalisés. Et à la fin de la semaine, on était à 400 familles dans les Landes, frappées par la gastroentérite. Au total, 57 enfants sont hospitalisés en l'espace de 10 jours. Comme Diego, les cas les plus critiques sont transportés au CHU de Bordeaux. Ils sont arrivés anémiques, parce que cette maladie, il y a une anémie assez importante. La plupart du temps, ils avaient été transfusés avant d'arriver, ou on les a retransfusés éventuellement. Et surtout, ils ont les reins qui sont bloqués. Commence alors une course contre la montre pour trouver l'origine du mal mystérieux. Des épidémiologistes ont rencontré les parents. Ils ont fait des questionnaires en disant vous avez mangé quoi, vous avez bu quoi, vous avez été là. Ce qu'on fait habituellement dans les intoxications. Se souvenir, quand on a 3 gosses, se souvenir de ce qu'ils mangent à tous les repas, c'est pas forcément évident. Et en fait, ils avaient tous mangé la même chose. Ils avaient tous mangé du jambon, ils avaient tous mangé de la purée, ils avaient tous mangé du steak haché. À un moment, on pensait que c'était un poulet qu'on avait acheté sur un marché. Donc en fait, ils ont mis un peu de temps pour trouver, jusqu'au jour où une maman a fini par récupérer, en fouillant dans les poubelles, parce que les parents ils sont allés récupérer aussi dans les poubelles, elle a récupéré une boîte avec le numéro du lot et c'était une boîte de steak haché. Elle se souvenait pas des steaks hachés, mais elle se souvenait de la boîte. Ils se sont rendus compte que beaucoup avaient acheté des steaks surgelés et avaient mangé ces steaks. L'alerte est donnée, 300 000 steaks sont immédiatement retirés de la vente. Et les analyses permettent alors de découvrir la cause de l'intoxication. Le problème, c'est qu'il y avait la bactérie Escherichia coli qui avait contaminé la viande, la surface de la viande, qui a servi à fabriquer le produit. Comment cette bactérie est-elle arrivée dans les steaks hachés? L'enquête révèle que la contamination a eu lieu pendant la découpe de la viande. Une opération très délicate. La partie sensible, je vais vous la montrer. Donc c'est à partir de là où on commence à ouvrir l'abdomen de la bête. Voilà. C'est ça le problème? Voilà. La panse, qu'il ne faut pas percer. C'est là où il y a la bactérie? Voilà, la bactérie peut se trouver à l'intérieur. Ouais. D'accord. On fait descendre la bête, voilà, les boyaux. On ferme le rectum avec un sac bien spécifique, avec un serrage très fort. On coupe. Tout ce qu'on vient de sortir, il ne faut surtout pas se percer.
si on perce la vente, mais il se trouve qu'on met de la matière fécale dans toute la bête et là provoquer le problème de la maladie. Hein. D'accord, et la contamination de toute la viande. Et voilà, la contamination de toute la viande. Il suffit d'une seule carcasse contaminée pour empoisonner des dizaines de milliers de steaks. Mais toutes les précautions ont-elles été prises par l'industriel pour éviter la contamination? C'est là où, effectivement, quand on est en grande vigilance par rapport à un problème comme c'est le cas aujourd'hui, la moindre défaillance va être repérée. Et quand on n'est pas sans... la prise de conscience, il n'y avait pas eu d'accident en France sur ce problème-là. Donc voilà, l'administration ne nous sensibilisait pas et ne nous obligeait pas à avoir des précautions supérieures, donc forcément la sensibilisation était moins importante. Depuis cette affaire, l'entreprise a multiplié par 10 le nombre des contrôles afin d'éviter un nouveau scandale. Bien sûr qu'on est responsable. On est responsable parce qu'on met sur le marché des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est délicat pour moi de dire ça, mais c'est un cas exceptionnel, quoi. Hein. Oui. Malheureusement, j'ai du mal à dire ça parce qu'il y a des enfants qui ont été touchés, et donc je peux pas dire ça avec légèreté, mais par rapport aux millions de steaks hachés qui sont vendus, millions de tonnes de steaks hachés qui sont vendus en France par an, il y a eu un cas, voilà. Donner à manger à ses enfants et le rendre malade, alors que normalement c'est censé les aider à aller bien, à grandir, et qu'en fait on l'a rendu malade. C'est vrai qu'on a du mal à... C'est moi qui l'ai fait cuire, ce steak haché. C'est moi qui l'ai, puisqu'elle travaillait à ce moment-là, donc c'est moi qui ai fait la cuisine, donc c'est que je m'en suis voulu quand même pendant un petit moment. Ouais, trop même, parce que... Vous en avez voulu? Oui. Pourquoi? Peut-être quoi, j'aurais dû faire plus... Parce que je me dis que c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Donc après, on culpabilise toujours, même si je sais que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et aujourd'hui, vous avez encore cette culpabilité? Aujourd'hui, oui, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Non. Diego, comme les autres victimes, a heureusement retrouvé la santé et une vie normale. Mais chaque année en France, 250 000 personnes sont touchées par des maladies d'origine alimentaire. Et vous verrez que par appât du gain, certains professionnels n'hésitent pas à mettre la vie des consommateurs en danger. Roquemort, un village dans le Gard. Depuis 5 ans, Stéphane souffre d'importantes douleurs à l'estomac. Donc voilà les documents médicaux qui attestent de mon problème de santé. Qu'est-ce que vous avez en fait? J'ai cette douleur ici. C'est très localisé. C'est ici, elle est constamment là, je la sens. Là aujourd'hui? Là, en ce moment, j'ai mal. C'est supportable, mais je sais que j'ai quelque chose ici qui me fait mal. Qu'il puisse y avoir un lien entre ça. En fait, Stéphane souffre d'une bactérie, l'Helicobacter pylori, que l'on rencontre habituellement dans les pays les plus pauvres, où il n'y a pas de règles d'hygiène. Les conséquences peuvent être dramatiques. Qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui? Si on ne traite pas, au moment où on trouve, ça, en gros, c'est une bactérie qui vous dévore l'estomac. Voilà, pour imaginer. Elle vous sclérose l'estomac de part en part. Donc à terme, c'est un estomac plein de trous. C'est une issue fatale. Comment Stéphane a-t-il été contaminé par cette bactérie? L'enquête de la gendarmerie accumule les preuves. Et elles font froid dans le dos. Après 18 mois de recherche, les enquêteurs découvrent que le supermarché local vend de la viande avariée en trichant sur les dates limites de consommation. Le gérant et le boucher sont mis en examen. Comment il ne pouvait pas se dégager une odeur infecte de ce spectacle? Parce qu'ils trempaient les choses. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne le voit pas, quoi. C'est les fameuses barquettes que j'ai décrites à la gendarmerie. C'est la promotion que moi j'avais acheté une semaine avant, quoi. Ça, c'est ce que vous avez acheté de semaine avant? Ouais, de revoir ça, de voir. Je vous dirais pas que ça me donne mal au ventre, parce que j'ai mal au ventre. Mais ça me dégoûte de me dire comment on peut faire ça, quoi. On n'a jamais suspecté quoi que ce soit.
On s'est bien dit, c'est un problème, il y a peut-être eu un problème de conditionnement, il a pris l'air, la chaîne du froid a été rompue, mais par inadvertance. Enfin, on n'a jamais pensé qu'il y avait une machination derrière, une volonté de vendre quand même cette viande qu'il n'avait plus le droit de vendre. Parce qu'en fait, le problème, il est là. La technique utilisée par le supermarché se nomme la remballe. Le principe est simple, il suffit de retirer l'emballage des viandes périmées, de couper les parties les plus avariées et de remballer le tout avec une nouvelle étiquette et une nouvelle date limite de consommation avant de les remettre en rayon. L'une des anciennes employées de ce magasin a accepté de parler. Son témoignage est accablant pour les dirigeants du supermarché. Le matin, je faisais des périmés, comme tous les matins. Tout ce qui était périmé, on le mettait en boucherie pour que les bouchers retravaillent la viande. Eux, ils appelaient ça retravailler la viande à cette époque. Si c'est un steak qui est périmé, il va ou le mettre en steak haché pour le faire partir de suite, ou alors si c'est un roast beef, il va le retailler automatiquement, il va en faire de la daube ou quoi que ce soit. Mais c'était de la viande daubée, c'était de la viande périmée. Cette combine a duré 4 ans. Elle a permis d'écouler des tonnes de viandes avariées en toute impunité. Pourtant, la plupart des employés étaient au courant de ces pratiques. Pourquoi vous n'avez rien dit? Ça, franchement, bonne question. Franchement. On se le disait entre nous qu'il n'avait pas le droit de faire, mais à lui, on n'a jamais... Vous aviez peur de perdre votre emploi? Je pense que si on posait trop de questions, je pense qu'après, il nous aurait fait chier, il nous aurait fait craquer. Alors moi, je pose une question. Comment ça a pu durer 4 ans en passant au travers des contrôles divers? On avait des contrôles, hein, tous les mois. Avec des contrôles de l'hygiène? Ouais, avec sa petite tigette qu'il mettait dans la viande. Il y a un problème quelque part là aussi. Ne me dites pas qu'à chaque fois il tombait sur le bon morceau de viande ou... Enfin, je sais pas. Tous les mois, il y était, le mec. Hein. Et il n'y a jamais eu de problème? Et il n'y a jamais eu de problème, on l'aurait su. Il n'y a jamais eu de problème. Alors pourquoi n'ont-ils jamais détecté que le magasin vendait de la viande remballée? C'est pas en un coup d'œil, c'est pas en allant dans un magasin faire une visite qui va durer 2 heures, 3 heures et en regardant simplement les produits à l'étal que l'on peut dire qu'il y a remballe ou pas. On peut se faire berner comme un simple consommateur. Comment le supermarché a-t-il réussi à faire passer de la viande pourrie pour de la viande fraîche sans que personne ne s'en aperçoive? Comment est-il parvenu à faire du neuf avec de vieux steaks? Un boucher qui a pratiqué la remballe pendant des années a accepté de dévoiler les techniques qu'il a longtemps utilisées pour arnaquer les clients. Pour sa démonstration, il s'est procuré des morceaux de viande périmés, pareils à ceux qu'il avait l'habitude de retravailler. Alors, voilà de la viande que l'on a achetée il y a une dizaine de jours. Alors, on va commencer par le plus flagrant. Par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence? Voilà comment il est. Je vais enlever une tranche de partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il y a de grandes chances d'avoir ou une gastro ou... enfin, de ne pas être bien. Mais comme ça va être cuit. Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. Pareil que le rôti de bœuf. Comment on reconnaît laquelle est abîmée, par exemple? Ah ben là, c'est normal. Ah mais la couleur. La couleur et l'odeur. Là, qu'est-ce que vous allez en faire? Ben là, je vais en faire une entrecôte. Elle est plus jolie que celle-là. Enfin, elle a moins de déchets. Le client qui ne connaît pas, vous voyez tout ça, bon, c'est un peu plus dur dans une entrecôte. Bon ben ça, le gras, les enfants, ils vont pas vous le manger. Je suis un père de famille, donc je sais de quoi je parle. Le gras, les enfants, ils n'aiment pas. Tandis que là, regardez. Ce que vous voulez dire, c'est presque plus vendeur quand c'est comme ça, quand on est entrecôte. Ben, il y a moins de déchets.
Et maintenant, le clou du spectacle, les merguez. Et les merguez, vous les faites avec quoi? Avec les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Donc en fait, vous n'allez rien perdre de ces deux, de la côte de bœuf et de l'entrecôte. Non, là c'est la boucle bouclée, là. Et toute la pluche, vous voyez tous les faux morceaux, là, comme ça, là. C'est vrai que ça paraît pas joli, là, mais on va la hacher. Et puis on va mélanger avec nos épices. Et on va sortir des merguez magnifiques. Ces merguez enverront à coup sûr les consommateurs chez le médecin. Pourtant, le boucher l'assure, dans l'assiette, elles feront illusion. Car les spécialistes de la remballe ont un truc pour la faire passer inaperçue. C'est l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. L'avantage de l'épice, c'est que ça va couvrir le goût, ça va... Oui, ah bah oui, ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Plus vous mettez d'eau, plus ça gagne d'argent. Hein. C'est-à-dire bah, ça pèse l'eau. Ça coûte pas cher. Voilà. Là, le plus... Ça, c'est un classique de faire de la merguez avec du bœuf qui est... Ah oui, ça c'est un classique. C'est un grand classique, ça. Au royaume de la remballe, rien ne se perd. Une seule solution pour éviter de se faire piéger, acheter la viande chez un professionnel de confiance, car la grande majorité des bouchers de grande surface vendent des produits de qualité et condamnent ces pratiques. Merci beaucoup. Exemple avec l'un des ingrédients les plus présents dans les réfrigérateurs, les œufs. Chaque Français en consomme 237 par an sous toutes ses formes. Alors d'où viennent les œufs que nous achetons ? Comment déchiffrer les étiquettes ? D'un côté, les œufs issus de fermes en plein air. De l'autre, les œufs de poule qui ne verront jamais la lumière du jour. L'indication du mode d'élevage sur une boîte ou sur un emballage est absolument obligatoire. Mais évidemment, il faut le trouver, il faut savoir quoi chercher. L'industriel va revendiquer le plein air ou l'indication plein air. Vous voyez, là, il n'y a aucun problème, hein. Pas besoin de le chercher, c'est sur le dessus et c'est écrit en gros. Et regardez, même chose, élevé en plein air, là aussi, c'est bien revendiqué, à la limite, c'est plus gros que œufs de poule. En revanche, les œufs de poule élevés en batterie, en cage, là, ça va être de manière très très discrète. C'est au dos de la boîte, c'est écrit en tout petit et il faut la trouver. Œufs issus de poules élevées en cage, vous voyez, c'est écrit en tout petit, tout petit, tout petit. Alors, et en revanche, le marketing, il faut y faire attention, parce que vous avez ici quelque chose qui nous ferait penser que c'est à l'ancienne, un petit panier, les poules fraîchement, qui ont fraîchement pondu, et on a déposé ça dans un petit panier. Et là, même chose, vous avez de la batterie élevée en cage. 18 poules par mètre carré, et elles n'ont jamais dû voir la paille. L'image d'une poule qui picore en liberté est plus vendeuse que celle de la pondeuse enfermée toute sa vie dans un hangar. Les propriétaires d'élevage en batterie n'autorisent d'ailleurs aucune caméra dans leur exploitation. Vous aurez du mal à trouver des volontaires. Pourquoi? Avec les poules en cage, vous aurez beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Mais qu'est-ce qui peut gêner en fait? Parce qu'on se fait taper dessus à chaque fois, et puis voilà. C'est toujours critique, c'est toujours grande concentration, etc. Donc on a un peu marre. On a l'impression d'être des hors-la-loi, des bandits, tout ce qu'on veut. Moi je refuserais. Hein. 80% des œufs que vous mangez proviennent d'élevage de poules en batterie. Alors à quoi ressemblent ces exploitations? Direction l'une des plus importantes installées en Vendée. Pour la visiter, nous nous faisons passer pour des étudiants qui préparent un devoir sur le sujet. Bonjour. Alors dites-nous, vous avez donc 3 ou 2 élevages, c'est ça? C'est deux élevages, un ici et l'autre de 300 mètres plus loin. Alors on va se faire comme nous, s'équiper. C'est-à-dire qu'on va prendre des surchaussures, moi je change la chaussure ici. Les conditions d'hygiène sont strictes. Au niveau légal, ce producteur d'œufs en batterie n'a rien à cacher. Ce qu'il craint, c'est ça, l'image de milliers de poules entassées dans leur cage. Il y a combien de poules en tout? Ici, il y a 60 000 poules. 60 000 poules. Il y a combien d'étages? 7 niveaux de poules. 7 niveaux. Ces pondeuses ne verront jamais la lumière du jour jusqu'à leur mort. Leur univers est une cage de 2 mètres carrés. La poule pond dans le nid. Elle pond ça? Dans le nid. D'accord. L'œuf tombe ici,
Ensuite, le matin, on tire les tapis. Pour ramasser les œufs. Ramasser les œufs, ils s'en vont dans les godets jaunes et vous les retrouvez sur le convoyeur à chaîne en haut et ils s'en vont sur la machine. Et alors, une poule, ça pond combien en moyenne? Dans une année, une poule va prendre 300 œufs. C'est énorme ça, 300. Comment ça se fait qu'elle pond ça? Parce qu'avec la lumière régulière toute l'année. Et la lumière, elle reste combien de temps par jour? 16 heures de lumière. Le rendement passe avant le confort. Elles sont une 50aine par cage. Elles sont quand même un peu agglutinées. Ça, c'est votre point de vue. On est quand même dans de l'élevage, on n'est pas dans de l'animal domestique de compagnie. Et après, c'est vrai que c'est une philosophie, comme je l'ai dit. C'est vrai que c'est pas votre chambre à coucher. Mais si nous, on ne produit pas des œufs, ils viendront d'ailleurs. Les poules seront élevées dans des conditions bien moins bonnes que chez nous. Allez voir dans les pays asiatiques. Comment ils les élèvent là-bas? Le même système, mais beaucoup plus serré. Au bout d'un an, les poules y ont laissé presque toutes leurs plumes. Pour les éleveurs, c'est pourtant le seul moyen de répondre à l'énorme demande des consommateurs. On est compte en France, on est 65 millions de consommateurs. Chaque habitant mange 270 œufs. Par an. Ça veut dire qu'il faut presque autant de poules en France qu'il y a d'habitants. Mettez toutes les poules au champ de ce qu'il faut pour nourrir les Français. Et il n'y a plus de place pour les céréales. Il va y avoir un problème quelque part. Comment sont traités les œufs de poule en batterie avant leur expédition vers les points de vente? Ces œufs viennent en direct des poulaillers qui sont attenants. Ils sont là juste derrière. Il y a un convoyeur et on voit le bâtiment est là à 30 mètres, même pas 20 mètres derrière. Ils ont été pondus à 30 mètres d'ici. Ils arrivent directement sans aucune manutention de la poule jusque dans la boîte. Nous assurons simplement un tri intermédiaire. Les œufs sont ensuite dirigés vers une unité de mise en boîte. L'entreprise fournit à elle seule une vingtaine de marques différentes, de l'épicerie fine à la grande distribution. Nous avons 3 mâts, enfin 3 créneaux. Les œufs à notre marque Manille, ce qu'on appelle une marque nationale, les marques distributeurs et ce qu'on appelle le premier prix. Les points de vente et les emballages sont différents, mais tous les œufs viennent des mêmes poules. Nous avons une autre marque distributeur en moyen qui est ici. Toujours le même lot, avec et des mêmes poules de chez nous. Voilà une deuxième chaîne où on fait du film. On a le même phénomène, on a des œufs pondus le 16, c'est-à-dire de ce matin. Ils sont issus du même poulailler et du même site de production. Les mêmes œufs pour des boîtes différentes. En rayon, vous pourrez pourtant noter des écarts de prix de 30 à 40%. Donc vous pouvez avoir pour un même œuf d'un même calibre, issu de poules d'une même catégorie, d'une même qualité, des différences de prix assez importantes. Ici vous avez 11 centimes l'unité pour un œuf moyen et ici vous l'avez à 17 centimes en marque. Donc vous allez avoir une différence de prix assez grosse, assez énorme pour un œuf qui vient de la même poule et qui a été élevé de la même manière. Et sur les marchés, les commerçants jouent-ils la transparence? Comment reconnaître les œufs issus de poules élevées en plein air? Pourquoi vous achetez des œufs au marché? Parce qu'ils sont censés être frais, plus frais. Je les achète toujours ici parce que là, ils sont bons. D'accord, est-ce qu'on peut C'est les des voir? vrais œufs de poule. Pour être sûr et certain de connaître l'origine d'un œuf, il suffit de toujours se référer au code. 0 correspondent aux poules qui sont élevées de manière biologique et qui sont nourries avec des aliments de l'agriculture biologique. Les 1, ce sont des poules qui sont élevées, on dit en plein air, donc elles ont accès la plupart du temps à un parcours herbeux. Le numéro 2 correspond à des poules qui sont élevées au sol. En 3, ce sont des poules qui sont élevées en batterie, en cage. Elles ne verront jamais le jour. Fort de ces informations, à l'aide d'une caméra cachée, nous achetons des œufs chez les épiciers du marché. On voudrait acheter des œufs élevés en plein air, s'il vous plaît. Oui. Vous avez que des œufs élevés en plein air? Oui. Ah oui, moi c'est des œufs fermiers. Combien je vous dois? 1,30 s'il vous plaît. 1,30 pour des œufs plein air, c'est pas cher. Non. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Ouverture de la boîte, code 3 sur la coquille. Ces œufs proviennent en fait d'élevage en batterie. Excusez-moi, je suis désolée, en fait, je vais vous demander de me rembourser parce qu'en fait,
C'est des œufs élevés en cage. Il y a écrit 3 dessus. Si, je vous assure. C'est quoi qui viennent? C'est le jambon? Ah oui, bah oui, quand il y a écrit 3, ça veut dire élevé en cage. Ah non, elles sont en cage. Ah non, moi, elles sont en plein air et aussi à l'abri, mais elles ont de quoi courir. Hein. Mais c'est ce que la personne qui vous a vendu vous a dit, peut-être? Je le connais. Ah, vous le connaissez? Je sais comment... Ah, donc je vous assure, parce que honnêtement... Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Premier test et première arnaque. L'enquête se poursuit à la recherche de véritables œufs fermiers. Bonjour, monsieur. Vous pouvez nous montrer un petit peu ce que vous faites? Bah de tout, poulet, pintade, canard, canette, agneau. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent vos viandes, vos volailles, tout ça? Ça, oui, de chez nous. De chez vous. C'est vous-même qui les avez produits? Voilà. Ah bah c'est un producteur fabuleux. C'est vrai? J'ai jamais déçu. Donc tous les produits que vous vendez là, c'est vous qui les contrôlez? Ah oui, tout ça c'est fait par chez nous. Vous connaissez les producteurs des œufs? Ah oui. Ah oui, tout est suivi de toute façon, tous ces trucs-là. Vous savez comment ils sont élevés? Elles sont élevées les poules qui pondent ces œufs? Ah bah oui, nous tous ces animaux-là, on les voit net. Vous pouvez regarder vos œufs? Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a un petit code sur l'œuf pour savoir la provenance de l'œuf? Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, le 3 là? Ouais, vous savez. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ouais. Mais si vous avez des conneries à faire, partez avant que je vous foute dans la gueule. Mais on demande simplement pour savoir un petit peu comment... Mais vous savez dire des conneries qu'à la télé? Bah, on informe simplement sur le 3. Voilà. 3, ça veut dire élevage en cage. Voilà. Et alors? Vous posez simplement la question. Mais vous racontez tellement de conneries qu'on ne veut plus vous parler. Bah, le 3, c'est la vérité. Vous racontez que des conneries à la télé. Bah, le 3, c'est un code. Vous dit une fois, ce que vous ressortez après derrière, la moitié est transformée. Non mais je transforme rien. Là, il y a écrit 3, ça veut dire oui, et alors? Arrêtez. Le commerçant a du mal à admettre qu'il y a tromperie sur la marchandise. Jean-Pierre Coff, vous avez publié de nombreux ouvrages et notamment le dernier, Recevoir vos amis à petit prix, chez Plomb. Alors votre combat depuis toujours, c'est la malbouffe. Alors qu'est-ce que la malbouffe et à contrario le bien manger? Le consommateur oublie qu'il a des droits. On est les patrons du commerçant. Quand vous allez chez un boucher, vous lui dites je veux un beefsteak de 130 grammes. Il vous fait 130, 132 si vous voulez, 128 ça marche encore, 135 si vous... Après c'est fini, non retirez-le-moi. Non, mais non, je veux 130, c'est tout. On mange trop de viande. Les gens, les commerçants ont pris l'habitude de la peser lourde et moi je dis que nous, notre devoir de consommateurs, c'est d'être exigeants. Parce que c'est parce que nous avons été laxistes, que nous avons manqué d'exigence et de force et de volonté auprès des commerçants que ça s'est à ce point dégradé. Nous avons des responsabilités par rapport à la malbouffe. S'il est un aliment dont l'origine et la qualité n'inquiètent pas les consommateurs, c'est bien le poisson. Chaque Français en consomme environ 35 kilos par an, 10 de plus qu'il y a 10 ans. Allez, voyez-vous ça, messieurs, là, rapprochez du bar, un petit coup d'œil à la marée. Il faut dire que sa chair riche en protéines et son apport en oméga 3 lui donne plutôt bonne réputation. Vous en mangez souvent du poisson? Tous les vendredis. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, puis ça change un petit peu. C'est bon, ça fait du bien pour la santé, pour les enfants, pour nous, pour tout le monde. Mais moi je suis poisson. Du poisson comme argument santé, pas si simple. L'AFSA, l'Agence de sécurité des aliments, a publié un rapport inquiétant. Elle préconise aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge de ne pas consommer certains poissons plus d'une fois par semaine. Ils seraient en effet contaminés par de nombreux produits toxiques. Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche de France. Chaque matin, 150 chalutiers débarquent du cabillaud, du bar, du maquereau. Ils ont été pêchés en mer du Nord et dans la Manche, des mers durement touchées par la pollution. Guillaume Lefebvre le sait bien, il travaille pour les services vétérinaires du département. C'est lui qui contrôle la qualité des poissons. L'inspection commence par une règle élémentaire, vérifier la bonne conservation de la marchandise et très vite ça coince. Bonjour. Est-ce que vous auriez une petite pelle de glace pour les maquereaux qui sont là-bas? Une caisse qui a peut-être été oubliée ou à moins qu'elle soit sur le lit de glace, je sais pas. Tous les derniers traits. Le problème c'est que on sait pas quand ça va être vendu quoi. Pareil.
Il y avait une tradition à Boulogne. En gros, un poisson glacé, c'est un poisson qui est de mauvaise qualité. C'est un poisson qui est vieux. Vous voyez, donc, alors il faut faire rentrer dans les mœurs que non, c'est pas, tout produit doit être glacé, que ce soit du dernier trait ou du poisson qui a déjà 3 jours. Face aux pêcheurs, le ton monte rapidement. Expliquez-moi comment c'est que ça se fait, il y a toujours eu du monde qui a déjà été malade ici. Oui, oui monsieur, vous avez reçu un courrier. Il en faut plus pour décourager Guillaume Lefebvre. Il s'attaque à la mission du jour. Il n'y a pas une caisse incomplète, c'est pour faire un prélèvement en fait. Rechercher des traces de pollution dans les coquilles Saint-Jacques. J'ai un prélèvement à faire dans le cadre du plan de surveillance. Il me faudrait 6,5 kg de coquilles. 6 kg. Ouais, et demi. Allô chef, on les met dans une caisse. Tous les produits de la pêche, et en particulier la coquille Saint-Jacques, ont la faculté d'accumuler des contaminants chimiques présents dans l'environnement. Donc là, on a 4 types d'analyses qui sont recherchés. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds, pesticides, et puis dioxine et PCB type dioxine. Avant, il n'y avait jamais ça, puis ça a toujours été. Maintenant, il faut des analyses, il faut des trucs sanitaires, il faut ceci, il faut cela. On a ras-le-bol, toujours la connerie. Mais ça vous semble justifié ou pas? Non, pas du tout. Ils arrêtent un petit peu, il y a de l'abus. Je veux bien qu'il y ait des analyses de fait, mais... Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Tout ce qui compte pour les pêcheurs, c'est la fraîcheur du produit. La pollution, ils ne veulent même pas en entendre parler. Le laboratoire a 1 mois pour réaliser l'analyse. Et si on a un résultat qui est douteux, il y a une deuxième analyse de confirmation. C'est-à-dire qu'au maximum, on a 2 mois pour ce type de produit. Et pendant ce temps, le produit, là, il est vendu, et oui, c'est ça le souci. Sur 40 000 tonnes de poissons pêchés à Boulogne chaque année, seuls quelques kilos font l'objet d'une analyse. Quant aux résultats, ils ne seront étudiés au ministère de l'Agriculture que d'ici 1 an. Pourtant, il y a urgence. Car la contamination des poissons est déjà prouvée scientifiquement pour certains fleuves de France. C'est l'un des plus gros scandales écologiques de ces dernières années. La pollution au pyralène, ces fameux PCB qu'on croyait disparus. Ben non, il y en a encore, Uli, après 850 analyses au bord de tous les fleuves. L'un des plus touchés serait le Rhône. Pratiquement sur toute sa longueur, du nord de Lyon à la Méditerranée, il est dangereux. Le diagnostic, il est connu. On a un problème majeur d'une pollution historique. C'est un pêcheur professionnel qui met au jour le scandale bien malgré lui. Tout commence lorsque Cédric Giroux remarque des oiseaux morts sur sa zone de pêche. Persuadé qu'il s'agit de grippe aviaire, il veut rassurer ses clients et écarter tout soupçon sur les poissons. J'ai insisté pour qu'on fasse des analyses sur mes poissons et pour avoir un courrier officiel comme quoi mes poissons étaient indemnes. Et moi j'étais persuadé que le Rhône était dans un état sanitaire tout à fait satisfaisant. Et bon, c'était pas le cas. On découvre que les poissons contiennent du PCB, un produit hautement toxique. Conséquence, la consommation des poissons du Rhône est interdite. On vous appelle un soir à 18 h. On vous dit, monsieur, vous n'avez plus de travail. Voilà. Bonne soirée. Voilà comment ça se passe. Donc, quand on parle d'amertume, ouais, j'en connais quelque chose. Ouais. Le PCB pollue de façon invisible, une matière inodore et incolore qui ressemble à l'huile. Les plus gros réservoirs à PCB, ce sont les transformateurs électriques. Il y en a encore plus de 500 000 abandonnés dans la nature qui déversent leur contenu toxique dans les fleuves et les rivières. Quelles conséquences cette contamination a-t-elle sur notre santé? C'est la question que se pose Henri, un médecin de 66 ans. Toute sa vie, il a consommé les poissons du Rhône. Enfant, il passait ses vacances dans le delta du fleuve, dans ce cabanon qu'il revoit aujourd'hui pour la première fois depuis 40 ans. J'ai passé mon enfance là depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans, même jusqu'à 20 ans. On pêchait de tout, les moules, les palourdes, les oursins, les moules rouges, les nacres. Et je revenais le soir avec des bourriches pleines.
C'est des souvenirs qui sont extraordinaires parce qu'on était vraiment avec la nature. Ça, hein. L'an dernier, Henri participe à une étude et donne son sang à analyser pour voir s'il a été lui aussi contaminé au PCB. Le résultat est sans appel. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors moi j'ai trouvé, donc j'avais 100 picogrammes de pyralène, de PCB. Donc je me suis dit, très certainement, il y a une relation avec le poisson. Bon, mais je pense qu'il y a une relation. Mais j'aimerais savoir bien maintenant laquelle et comment et pourquoi, avec quel produit, voilà. 6 fois la dose moyenne de PCB dans le sang, Henri fait partie des personnes les plus contaminées de l'étude. J'ai eu un cancer du rein en 1985. À l'époque, je mangeais vraiment beaucoup de poissons d'eau douce surtout, poissons du Rhône. Est-ce ça a une relation? Oui, je pense, il doit y avoir quelque chose, mais j'aimerais, disons que ça soit précisé à l'heure actuelle. Face à ces risques graves pour la santé, les autorités interdisent la consommation des poissons du Rhône. Une décision qui semblait irrévocable, et pourtant, depuis le début de l'après-midi, sur ce bras du Rhône, ces 3 amis attendent le brochet, avec l'espoir de faire un bon dîner. La bordure, tu vas voir tout à l'heure, on va sûrement taper un brochet. Vite, il y est. Vite, allez Jérôme. Allez, allez. Il y est. C'est un joli brochet quoi, hein. Il est à la taille réglementaire. C'est un très très bon poisson, ça a une chair qui est très ferme. Et puis ça a un goût particulier quoi. Un brochet du Rhône pour le dîner, c'est à nouveau possible. En effet, l'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, n'a pas attendu la fin de toutes les analyses pour lever l'interdiction. Depuis mars 2008, la consommation de certains poissons, comme le brochet, est autorisée, mais bizarrement, seulement entre Valence et Avignon, un tronçon situé en plein milieu du Rhône. À 50 km près, le poisson est bon et tout à coup il est plus bon à la consommation aussi. Je pense que les organismes en question qui ont fait les analyses sont sérieux quoi. Voilà, on peut se baser là-dessus. Un poisson ne connaît pas de frontières administratives. Le poisson ne va pas s'arrêter à la frontière, il ne va pas dire stop, là, faut pas que j'aille de l'autre côté parce que c'est mauvais, c'est contaminé. Dire là, c'est quand même légèrement absurde, ça devient même fondamentalement comique. Donc là, on reste un peu dubitatif. Pourquoi, en fait, on remet à l'ordre du jour la consommation de certains poissons et pas d'autres? Nous, on pense que tout simplement c'est prématuré, qu'il faut mettre en place un principe de précaution. Mais alors, est-ce que le principe de précaution ne voudrait pas qu'on interdise complètement, en fait, la consommation de poissons? Oui, on peut le dire comme ça. Il y a toujours un risque, en toute chose. Le principe de précaution ne veut pas dire je ne prends pas de risque. Dire je prends un risque que je calcule et que je mesure. Un risque mesuré selon la préfecture, mais est-ce vraiment le cas? Nous nous sommes procuré le rapport d'analyse confidentiel. L'analyse ne porte que sur 11 brochets et parmi eux, un seul a le poids de l'adulte. Les 10 autres sont des juvéniles, ils n'ont donc pas eu le temps d'accumuler du PCB dans leur chair. Pour être vraiment fiables, les analyses auraient dû respecter un poids et une taille minimum. Ça m'étonnerait beaucoup que l'AFSA ait basé l'ensemble de ses conclusions dans certains domaines sur des poissons qui ne répondaient pas aux critères. Alors sur cette zone-là, si, très clairement. 11 brochets, il y en a un seul qui dépasse les 2 kilos. Et quelle décision a été prise dans ce secteur sur le brochet? Consommation autorisée. Autorisation, oui. Et c'était quand ça? C'est donc des prélèvements qui ont été faits en août 2007. Et Ah oui, sur des animaux en poids de petits poids, oui, c'est vrai. Et là, le brochet a été déclaré valide. Alors, oui. Oui, c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit basé sur des poissons qui n'étaient pas de la taille réglo pour le protocole. Mais je veux dire, moi, je laisse l'AFSA ensuite le soin de dire j'ai fait ça parce que je ne vais pas aussi le faire autrement. Moi, je suis incapable de dire s'ils ont eu raison ou tort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on essaie de leur envoyer les poissons de la taille réglementaire. Malgré de nombreuses sollicitations, l'AFSA n'a jamais voulu répondre à nos questions. Cédric Giroux, l'ancien pêcheur professionnel, a repris son activité sur le Rhône, mais désormais, il pêche dans le cadre d'études scientifiques. Et si on vous y autorisait, vous pourriez en remanger du poisson que vous pêchez?
Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Non, il faudrait qu'on nous donne des certitudes, quoi. Et de certitude, il n'y en a pas, et pas seulement pour les poissons du Rhône. Jean-Luc est lui aussi pêcheur professionnel, mais un peu plus au sud, dans les étangs de Camargue. Lui n'a le droit de pêcher que des anguilles, mais pour combien de temps? Le pêcheur ne décolère pas, il ne comprend pas pourquoi, si la pêche est interdite dans le Rhône, elle ne l'est pas en Méditerranée, dans laquelle se jette le fleuve pollué par le PCB. Si le Rhône est pollué, la Méditerranée est polluée pour vous. Ah, mais il a entendu que c'est pollué. En Méditerranée, c'est ça? Si le Rhône est pollué, attendez madame, tout se jette dans la mer. Et on ne peut pas faire des exemples des pauvres cons, là, les 10 pauvres cons qui pêchaient sur le Rhône, dont je fais partie. Pour faire un exemple, il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Il faut dire la Méditerranée, elle est fermée. Arrêtez de pêcher des poissons de la mer. Arrêtez de manger du poisson. Tout est pollué, voilà. Le poisson de Méditerranée est-il lui aussi contaminé? En l'absence d'analyse officielle, nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous avons acheté de l'espadon pêché en Méditerranée et nous nous sommes adressés à un laboratoire spécialisé. Le résultat arrive 2 semaines plus tard. Verdict, le poisson a 3 fois la teneur en mercure autorisée. Il est impropre à la consommation. Est-ce que l'adage manger du poisson pour être en bonne santé est toujours d'actualité, Jean-Pierre Coff? Mais le poisson est devenu tellement cher. Il n'y a plus de poisson au marché. Vous voyez, la lotte à 40 € le kilo, c'est un truc qui a se foutu une balle dans la tête quand même. Alors pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le poisson n'est plus un aliment accessible dans mon cas de figure, c'est-à-dire ou bien vous achetez des petits carrés, alors dans ce cas-là, moi je dis, achetez donc un filet et panez-le vous-même, au moins ça sera mieux, et n'hésitez pas à acheter des poissons au marché. Le taco, on ne veut plus les cuisiner, c'est délicieux le taco. Le hareng, c'est un hareng frais avec de la moutarde, c'est délicieux. On ne veut plus les cuisiner, on veut absolument avoir des poissons de luxe. Enfin, effectivement, oui, on ne va pas pouvoir en manger pendant longtemps. Puis en plus, il faut savoir que ça se raréfie quand même. Oui, et puis ils ne sont pas toujours... on parle beaucoup de mercure et de choses comme ça. Quand on parle de poissons, on ne sait plus ce qu'on mange. Quand on aura cessé de prendre la mer pour un dépotoir et de respecter la mer... comme on n'a pas respecté la terre jusqu'à maintenant, parce qu'on commence seulement à prendre conscience, c'est que c'est nourricier qu'il faut faire attention. La mer aussi est nourricière. Et il ne peut pas déverser n'importe quoi. Tous les produits aujourd'hui venus en France, il y a au moins un ingrédient chinois dedans. Les gens qui travaillent avec la Chine, c'est pour avoir des prix compétitifs. Si c'est pour rajouter des analyses, des contre-analyses et des suranalyses, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Chez les artisans, on peut espérer que ça a de leur propre production. Si on se contentait de produire comme la charcuterie à partir de porc corse, vous auriez de quoi fournir pendant combien de temps? Bon, ça représente 4 jours de vente l'été, en plein mois de juillet. Mais les secrets de fabrication de certains produits sont beaucoup plus inquiétants. Au banc des accusés, les produits chinois. 53 000 enfants contaminés en Chine par le lait frelaté. La psychose s'étend à toute l'Asie qui interdit ou rappelle des produits laitiers chinois. La France prend des mesures de protection. Les contrôles sanitaires vont être renforcés. 6 bébés en sont morts. Des milliers d'autres ont été rendus malades par ce lait qui contenait de la mélamine. 12 892 bébés hospitalisés. C'est le dernier bilan du scandale alimentaire du lait contaminé par la mélamine, substance chimique habituellement utilisée pour fabriquer de la colle et du plastique. On en trouve dans des biscuits, dans des bonbons, dans des soupes ou encore dans des dosettes de cappuccino ou du chocolat au lait. Des industriels chinois avaient mélangé ce produit chimique aux aliments pour faire croire qu'il contenait plus de protéines. Mais à forte dose, la mélamine est mortelle. Elle détruit les reins. Dès lors, une question s'impose. Certains produits en vente dans nos magasins ont-ils été fabriqués avec des ingrédients contaminés à la mélamine chinoise ?
Direction Nantes, où est installé l'un des plus importants laboratoires spécialisés dans les analyses des produits alimentaires. Depuis le scandale du lait contaminé, le laboratoire est submergé par des milliers de demandes de recherche de mélamine. Ses clients sont des industriels de l'agroalimentaire qui importent régulièrement des denrées de Chine destinées aux aliments de tous les jours. Donc ces biscuits ils peuvent venir de Chine? Oui, tout à fait. C'est des biscuits qui ont pu être importés de Chine. Une grande partie des biscuits sont fabriqués en Chine et après sont vendus sur le marché français. N'importe où, dans toutes les grandes surfaces? Dans toutes les grandes surfaces, tout à fait. Et les premiers résultats sont inquiétants. Certains produits analysés contiennent des taux de mélamine jusqu'à 4 fois supérieurs à la dose autorisée. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour votre client? Notre compétence s'arrête à la fourniture du résultat à notre client. Notre client prend les dispositions. Il est précisé au niveau européen qu'en cas de dépassement d'une valeur de 2,5 mg par kilo, la marchandise doit être détruite aux frais de l'industriel ou importateur. Potentiellement, ce résultat d'analyse, il reste entre vous et votre client, je veux dire. Exactement. Exactement. Notre client prend la responsabilité de son résultat. Et de diffuser l'information. Tout à fait. Ces dernières années, il y a eu 2 alertes à la mélamine en France sur des bonbons et des biscuits chinois. Mais impossible de savoir si d'autres marques plus grand public sont concernées, c'est top secret. Alors d'où viennent réellement les produits que nous consommons tous les jours? La réponse est pour le moins surprenante. Camaret-sur-Aigle, au cœur de la Provence. C'est là qu'est implantée depuis 60 ans la plus importante usine de sauce tomate de France, le Cabanon. Mais lorsqu'on pénètre dans le hall, on tombe sur un panneau écrit en chinois. Le PDG s'appelle Monsieur Yan et il ne parle pas un mot de français. À peu près 200 Il y a quelques années, l'usine Le Cabanon est au bord de la faillite. Elle est alors rachetée par le numéro 2 mondial de la tomate, le géant chinois Chalkis. Conséquence, les producteurs locaux voient leur commande de tomates passer de 60 000 tonnes à seulement 15 000 tonnes par an. Car désormais, l'usine achète la majorité de son concentré de tomates directement en Chine. Le PDG ne s'en cache pas, il joue même la transparence. Les conteneurs que vous voyez là-bas, ce sont des fûts de concentré de tomates qui viennent de Chine. Ben là, c'est des fûts de concentré, donc nous avons... Là, c'est la base pizza. Le reste de la visite se fait avec le chef de la production. Là, ça, c'est du concentré. 28%. On a du stock, on en a assez, quoi. D'accord. Et vous en attendez encore plus, là, c'est ça? Ah ben là, on en attend 8000 tonnes. D'accord. Du concentré chinois, là. Du concentré chinois, ouais. Vis-à-vis du consommateur, est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse l'effrayer? Mais quand même, je vous rassure, quand même. On a fait une étude il n'y a pas très longtemps. Tous les produits aujourd'hui vendus en France, il y a au moins un ingrédient chinois dedans. Je ne sais pas si vous le savez. Donc c'est très clair, quoi. S'il fallait s'inquiéter de ça, s'il fallait... aujourd'hui, le péril chinois, je suis désolé, mais il n'y est pas, quoi. Sinon, il faudra arrêter tous les produits. Conscient des suspicions qui pèsent sur les aliments chinois, Monsieur Yen, le PDG, doit rassurer ses clients. Alors il ne voit aucun inconvénient à laisser filmer son laboratoire. Quand la matière première vient de Chine, on fait un premier contrôle. Ensuite, on en fait un deuxième après la production. Et puis un troisième, juste avant l'expédition. Sur quoi portent les contrôles? Dans des analyses bactériologiques, radioactivité, OGM, pesticides, etc. La matière première est de bonne qualité, nous n'avons aucun problème. Et question hygiène, le Cabanon se veut aussi une usine modèle. Pour les cuisines, c'est obligatoire. Et là, vous avez le nettoie-bottes. Ça lave les bottes en automatique. C'est obligatoire. Et ça, il y a la même exigence en Chine, par exemple? Ah oui. On a mis en place en Chine les mêmes exigences qu'en France. Donc ça, c'est le concentré chinois. Donc on voit la qualité du concentré. Le couleur qui est rouge, on n'a pas de marque, on n'a pas de résidus, on n'a pas de petits points. Donc pour nous, c'est un produit qui est bon.
Un pot de sauce tomate contient au moins 80% de concentré chinois. Mais curieusement, sur l'étiquette, rien ne l'indique. Monsieur Yen ne voit pas où est le problème. Oui, c'est normal. On ne peut pas dire que c'est fabriqué en Chine. Il faut bien préciser que toute la production a lieu en Provence, les recettes, le conditionnement. C'est pour cela qu'on met cette étiquette sur la boîte. C'est tout à fait justifié parce que c'est difficile de dire que c'est fabriqué ailleurs. Aucune indication pour mentionner l'origine de ce concentré de tomates et pourtant, l'usine fournit la plupart des marques vendues dans les grandes surfaces. Le Made in China ferait-il peur? On n'a perdu aucun client à cause de ça, et bien au contraire, on récupère des clients et on a d'autres clients. On a aujourd'hui des perspectives de vente qui augmentent, donc il n'y a pas de problème. L'un des clients historiques du cabanon est installé en face de l'usine. Il s'agit d'une entreprise de plats cuisinés, en particulier italiens. Pour faciliter l'approvisionnement, les deux usines sont reliées par un pipeline. Il a même un nom, le Tomatoduc. Donc là, vous voyez le Tomatoduc qui aujourd'hui nous relie à une autre société qui est juste à côté. On dilue de la tomate pour eux et on envoie en direct. Et eux s'en servent pour leur production. On expédie jusqu'à 80-100 tonnes par jour. Et ça traverse la route, hein, ça traverse... c'est vrai que ça c'est... Le Tomatoduc est visible de tous. Pourtant, à l'autre bout, on préfère ne pas communiquer. Après plusieurs tentatives, nous avons essayé une dernière fois de rencontrer les dirigeants. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu m'entretenir avec Monsieur Stock, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis journaliste. On a déjà discuté ensemble au téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas ou il veut pas? Il ne peut pas. D'accord. Bon, bah merci beaucoup. Désolée, au revoir, madame. Au revoir. Pourquoi cette entreprise a-t-elle du mal à assumer l'utilisation de concentré de tomates chinois pour ses plats du terroir? Faut-il avoir peur des produits alimentaires chinois? Comment sont-ils fabriqués? Pour le découvrir, une seule solution, aller sur place en Chine, dans l'usine qui fabrique le fameux concentré de tomates. En France, l'entreprise de tomates joue la transparence, mais qu'en sera-t-il en Chine? Pour le savoir, visite à 200 km de Pékin, en compagnie de Gwen Gaudry. Le plus important, c'est de voir d'abord s'ils ont toute une procédure pour contrôler tous les risques qualité, tous les risques d'infection du produit. Gwen appartient à un bureau de contrôle privé. Sa mission, inspecter les usines pour de grandes marques de l'agroalimentaire. Ce jour-là, c'est sa première visite chez Schalkis, le géant chinois de la tomate. Aujourd'hui, ils sont prévenus. Ouais, ils ont été prévenus. Généralement, ils font en sorte que ce soit bien. C'est clean, en général, ouais. Tout est nettoyé, ça se voit, ça vient d'être nettoyé, le jet d'eau vient d'être passé partout dans tous les ateliers. Enfin, même prévenu, des fois on peut trouver des choses assez étonnantes. J'ai arrivé de trouver des gens cachés derrière les machines, habillés normalement alors qu'ils devraient être avec des vestes et des masques de protection, des bottes. Ça arrive même prévenu. Les dirigeants sont prévenus non seulement de la visite de Gwen, mais aussi de la nôtre. On doit d'abord patienter dans la salle de réunion. Jusque-là, rien d'étonnant, mais une demi-heure plus tard... Nothing. We cannot. Yeah. And we can record in the lab or... No. Even the lab? Yeah, even the lab refused. Personne n'accepte de nous recevoir et nous n'aurons aucune explication. Quick overview of the factory. Nous, cette usine, on la connaît, on y a été. Effectivement, ce qu'on trouve dedans, c'est une usine qui est moyenne, mais il y a beaucoup de choses à revoir au regard des critères occidentaux, c'est clair. Difficile de vérifier les conditions de fabrication de certains produits chinois. Alors les autorités françaises multiplient les contrôles des containers en provenance de Chine, à leur arrivée dans les ports français. Plomb 98, 20, 76. C'est ça. Tu peux couper. Dans ce container, 2000 cartons de queue de lotte transformés en Chine et destinés à des supermarchés français. Le premier geste des services vétérinaires, vérifier que la chaîne du froid a bien été respectée. Donc là, j'ai fait une température de surface et on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est à moins 9. Normalement, on doit être à moins 18. On a une tolérance jusqu'à vers moins 15. On passe en contrôle de température approfondie.
Le temps qu'ils descendent, on va faire les autres cartons. Et donc vous voyez là sur un deuxième carton, on a une présence de givre sur le produit, ce qui note déjà une variation de température. En fait d'un mauvais transport, d'une mauvaise conservation quelque part. Donc il peut y avoir reprise d'un développement microbien, même à température négative, -2, -3, donc on ne prend pas de risque. Sur les 9 cartons contrôlés, aucun n'est à la bonne température. Et dans le dernier, surprise. Regardez, on a même un carton où un produit n'a pas été emballé. C'est un peu original. Ça arrive pas souvent, ça. On va consigner de l'eau, on va le mettre en entrepôt. Et oui, le conteneur complet, de façon à voir si à l'intérieur c'est du même jus ou si c'est nettement mieux. Mauvaise opération pour le client, immédiatement prévenu au téléphone. Ces queues de lot sont pour l'instant bloquées en douane et elles n'arriveront peut-être jamais au supermarché. Après, il y aura la décision finale de savoir si on libère le lot ou s'il est refoulé. Et s'il est refoulé, il faudra le recharger dans un conteneur pour qu'il reparte en Chine. Des filets de cabillaud. Voilà. Pour changer un peu. Grosse partie, oui, quand même. Cette fois, aucun problème de température. Après une courte inspection, les cartons sont refermés. Il n'y a absolument pas de givre, la chair est relativement blanche. C'est un très beau produit. Le vétérinaire ne se livrera à aucune analyse supplémentaire. Les contrôles approfondis sont aléatoires en dépit du nombreux record d'alertes sur les produits chinois aux frontières européennes, alertes aux pollutions chimiques ou aux antibiotiques. Conclusion, la sécurité du consommateur dépend avant tout du niveau d'exigence des importateurs français vis-à-vis de leurs fournisseurs chinois. C'est à eux d'imposer plus de contrôle sur la qualité et l'hygiène des produits. Le contrôle débute dans une usine de champignons de Paris. La Chine en est le premier exportateur mondial. De cette usine sortent des millions de boîtes. Ils coupent les parties foncées des champignons et des pieds. Chaque champignon est lavé plusieurs fois puis conservé dans l'eau. Le problème est que l'eau en Chine suscite beaucoup d'interrogations. De nombreux scandales ont éclaté suite à la pollution aux métaux lourds des nappes phréatiques. Pourtant, cela n'a pas l'air d'inquiéter Bruno Ledoux. A priori, il n'y a pas de problème. Après, je suis sûr qu'ils font des tests de métaux lourds. On n'en fait pas pour notre client, il ne nous demande pas. Peut-être que lui en fait quand les containers arrivent de manière aléatoire. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Alors qu'on a exporté 90 containers l'année dernière. C'est que c'est plutôt bon signe. Curieusement, le contrôleur ne procède à aucune analyse. Les normes chinoises sont pourtant beaucoup moins contraignantes que les normes européennes. Mais pour Bruno Ledoux, ce n'est pas la priorité. Après, sur 90 containers, faire des tests sur chaque container, ça représente un budget conséquent. Les gens qui travaillent avec la Chine, c'est pour avoir des prix compétitifs. Si c'est pour rajouter des analyses, des contre-analyses et des suranalyses, on perd toute la compétitivité et donc après il n'y a plus d'intérêt. C'est l'idée. 1 500 $, c'est le prix de l'analyse du contenu d'un container, le prix de la sécurité. Mais visiblement, les industriels ne semblent pas prêts à le payer. C'est clair qu'il y a beaucoup de négligence et de désinvolture de la part des importateurs de matières alimentaires. Et en fait, ils ne se préoccupent pas suffisamment de ce qui se passe en amont sur la chaîne d'approvisionnement. C'est aujourd'hui, on estime à environ 20% les produits alimentaires importés de Chine qui sont inspectés et moins de 5% qui sont testés en laboratoire. Il y a quand même un test de base à pratiquer qui est celui des résidus de pesticides. Et aujourd'hui, nombre d'importateurs ne le pratiquent pas, ne l'exigent pas des usines. Et cette désinvolture fait courir des risques. En Chine, il existe pourtant des unités haut de gamme. Mais elles sont un peu plus chères. Bruno Ledoux visite l'une d'entre elles. Des restaurateurs français lui ont demandé de repérer des fabricants de filets de saumon de très bonne qualité.
Le saumon a été pêché au Japon, mais il est transformé en Chine. Ça c'est la très bonne qualité de couleur de saumon. Hein. Plus c'est rouge et mieux c'est. Ce qui est important c'est de s'assurer que là il n'y ait plus d'arête. Comme ça on les sentirait facilement. Il y a un deuxième nettoyage pour enlever la ligne de gras. Et le client veut uniquement 2 cm maximum de ligne de gras. Un signe de fraîcheur, quand on appuie sur le poisson, la chair revient à sa forme initiale. Ça paraît bien. Le verdict est très satisfaisant et ce n'est pas un hasard. Cette usine a tout d'une usine modèle. La centaine d'ouvriers est habillée selon les règles d'hygiène les plus strictes. On est toujours habillé comme ça. On se couvre la tête, les cheveux attachés, les vêtements doivent être bien mis. Mais vous vous êtes habillé spécialement comme ça aujourd'hui? Non, non, c'est comme ça tous les jours. Mais le vrai plus, c'est le prix de la main-d'œuvre. Payés seulement 200 € par mois, les ouvriers sont très nombreux. Alors chaque filet est levé un à un à la main. On sent que ce n'est pas les premiers filets de poisson qu'ils tirent. Comble du luxe, chaque arête est retirée à la pince à épiler. Et pour traquer les parasites qui sont fréquents chez ce poisson, l'usine est dotée d'une salle spéciale éclairée à la lumière blanche. Toutes les usines ne font pas ça? Non, toutes les usines ne le font pas, mais c'est sur certaines espèces, il faut absolument le faire. Parce que vous voyez le nombre de parasites qu'il y a dans les parties ventrales, c'est assez impressionnant. Dans 2 mois, ces filets seront servis sur les tables françaises. L'usine travaille à 90% pour l'export, alors elle est de plus en plus surveillée par les autorités chinoises. Les autorités chinoises sont plus strictes qu'avant? Oui, je pense que le gouvernement chinois est de plus en plus strict. Parce que vous savez, il y a eu des très mauvais échos de l'étranger sur nos produits qu'on fabrique en Chine. Alors le gouvernement chinois est très attentif à ce problème et il est de plus en plus sévère avec nous. Le gouvernement voudrait qu'on rétablisse une bonne réputation sur l'ensemble des produits chinois vendus dans le monde. C'est donc de plus en plus sévère. La nouvelle bataille de l'Empire du Milieu est engagée, se débarrasser de sa mauvaise réputation et regagner la confiance des consommateurs. Bonjour, service vétérinaire. Au cœur du mois d'août, dans un snack des Bouches-du-Rhône, descendent des services vétérinaires. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est un sac de propreté des plages de Marseille, Provence Métropole. Dedans, il y a des tranches de viande congelées. Il n'y a plus d'étiquette, donc je ne peux plus rien dire de cette marchandise. On n'a plus d'usine où ça a été produit, où ça a été découpé, on n'a plus de fabrication, on n'a plus de date de péremption, on n'a plus rien. On a un sac poubelle. Donc ça va aller avec ça. Tout au long de la chaîne alimentaire, les aliments disposent d'une sorte de carte d'identité qui consigne les informations indispensables à la protection du consommateur. Si, comme c'est le cas ici, le restaurateur ne peut fournir ces renseignements, les vétérinaires détruisent les aliments. Pourquoi est-ce que vous utilisez du liquide vaisselle pour détruire les aliments? Parce que ça communique un goût qui empêche complètement la réutilisation d'aliments. Nouvelle découverte dans ce réfrigérateur. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est pour nettoyer les pinceaux, je sais pas. Non, c'est ignoble. Il est où le gérant là? Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Il prend la température. Mademoiselle, est-ce que c'est de la pâte à crêpes ça? D'accord. Oui. Quand est-ce qu'elle a été fabriquée? Je travaille pas dans la cuisine, monsieur. Oui, mais et le monsieur qui travaille dans la cuisine est parti d'après ce que j'ai compris. Il est parti, c'est pas mon problème non plus. Oui, non, c'est pas votre problème. C'est le mien là, de savoir quand est-ce qu'elle a été faite. Là, ça devient difficile quand même de laisser ça à la consommation. Hein. Moi, j'ai aussi quand même la responsabilité immédiate de sortir de la consommation ce dont je pense que ça pourrait rendre des gens malades. Bon, là, on a manifestement un produit nu qui est stocké dans un réfrigérateur. Le réfrigérateur n'est pas propre et le produit est directement posé dedans. Hein. Donc ça, c'est une erreur que même dans un frigo ménager, je pense, la plupart des ménagères ne feraient pas. Elles sont mauvaises?
Ça sent pas le frais en tout cas, il y a des jus de poule. Et c'est déjà trop sec pour quelque chose qui a été découvert ce matin, soi-disant. L'aspect de ce poisson, il n'est pas... Et lui, il sent pas bon. Là, des œufs comme ça qui sont durs, mais complètement cassés. Toutes les coquilles sont cassées. L'œuf, il est protégé tant qu'il est dans sa coquille intègre. Quand il baigne dans un jus comme ça c'est un milieu de développement des microbes. En plus, un œuf dur, il ne sera pas recuit ensuite. Donc, il sera coupé tel quel dans la salade. Et là, pour moi, il y a un danger majeur. Je peux vous montrer ce qu'on a. Sûr, viens voir ce qu'il nous... On est en plein service, regardez, je sors. Non, je vous demande juste... Mais attendez, monsieur, je viens de sortir, j'ai même pas fini. Je vous demande juste qu'est-ce que vous en pensez. Ah, c'est pas nettoyant, quoi. C'est pas nettoyé. Est-ce que vous pensez que là-dedans, il faut poser les choses nues, sans emballage dedans? Jamais de la vie. C'est pourtant ce qu'on a. Monsieur, on est en plein service. Monsieur. Regardez. Ok. Regardez. Monsieur, je crois que c'est pas la peine qu'on discute. Non, mais vous me faites ça en plein nettoyage, monsieur. Vous pouvez pas poser... Monsieur, c'est qu'il n'a pas eu le temps de les mettre sur le tupperware. On est en fin de service. Peut-être qu'il a posé je sais pas moi, la bûche sur le... Un dixième de seconde, monsieur, ça suffit pour contaminer quelque chose. C'est le fait de mettre au contact une denrée nue dans un frigo qui n'est pas propre. Votre frigo n'est pas propre. Vous allez être mis en demeure de nettoyer votre cuisine. On reviendra rapidement. Et si le frigo est encore dans cet état-là, on demandera la fermeture de votre établissement. Mais si on vient le soir, vous verrez qu'il y a tout propre et tout nickel. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez une formation à comment on fait la restauration, parce que je ne suis pas moi là pour vous expliquer l'intégralité de ce qu'il faut, la manière dont vous devez travailler. Le professionnel, c'est vous, c'est pas moi. Je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, surtout si vous devez être d'accord avec rien, et surtout si vous pensez... Ouais, je suis d'accord avec vous. On peut penser si vous pensez qu'on peut poser un fromage sans son emballage dans un frigo sale, vous n'arriverez jamais à nous entendre. J'espère pour passer dans tous les commerces, comme ça au moins c'est clair, quoi. On verra qui est propre et qui est pas, quoi. Palavas les flots, l'heure de la baignade, et aussi celle des beignets. Petits et grands en redemandent, ils s'en consomment des milliers chaque jour. À la myrtille, tiens mademoiselle, ils sont chargés à bloc, hein. Je rigole pas moi. Hein. Ça marche très bien, les beignets ça marchera toujours. Hein. Tant qu'il y aura des enfants, on vendra des beignets sur la plage, il n'y a pas de mystère. La saison est courte, mais vendre des beignets est une activité très lucrative. Ce qui aiguise les appétits et attire des fabricants pas toujours très regardants sur la qualité. Alors comment sont fabriqués les beignets? On achète toujours à la même personne depuis des années, donc on lui fait confiance. On se pose pas la question? Non, on se pose pas de question, sinon on n'achèterait pas, je pense. Les beignets, tout ça, jamais de la vie, même pas gratuit, je goûterais un beignet de la moi. J'ai peur avec le soleil que ça tourne un peu, que c'est un peu mauvais. Donc voilà quoi, manque de confiance. J'ai vu plein de fois des choses, les frigos, tout ça, comment ils sont, la propreté, tout ça, j'ai pas envie d'attraper quelque chose à l'estomac. Hein. Moi je préfère mourir de faim que de manger quelque chose de bord de mer là. Pour connaître les secrets de fabrication des beignets, il faut se lever aux aurores et quitter le bord de mer. Donc là on va aller procéder au contrôle d'un atelier saisonnier de beignets et de chouchous. C'est un établissement que j'ai contrôlé l'an dernier et pour lequel j'avais dressé une police administrative, c'est-à-dire une injonction d'effectuer un certain nombre de nettoyages et de travaux. Donc je vais m'assurer de la réalité de cette réalisation. Service de contrôle, je peux voir le patron s'il vous plaît? Il est pas là, je l'appelle. Appelez-le, oui. Le patron est absent. Gilles de Mangel interroge les employés. Il a été changé quand l'huile? Ce matin? Tous les jours vous la changez ou vous la filtrez? Non? Non, tous les jours on met de l'eau pour l'huile. Et ça c'est quoi? Ça c'est de l'huile sale. Qu'est-ce que vous en faites? Après on le vide ou dans le WC ou dans le pour le ramasser. Non. Ben bon, je verrai ça, patron. Mais l'huile, c'est un produit dangereux. On ne peut pas la jeter dans les WC, ni dans la nature. Il faut absolument la donner à des récupérateurs. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ça a besoin d'un nettoyage. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est une fabrique de chouchous. Non, de chichi, comme on dit. Les chouchous. Chouchous. Donc c'est une bétonnière, qui vient une bétonnière. Hein. Donc il a enrobé de cuivre. On y jette les cacahuètes, le sucre et le chocolat. Et puis ça se mélange. Et fini, ça donne ça. Les premières fois où je suis venu dans cet établissement, il chargeait à la pelle. Comme on aurait dit une bétonnière. Une demi-heure plus tard, le patron arrive. Bonjour.
Alors on s'aperçoit malheureusement que déjà par rapport à l'an dernier, il y a de nouveau un manque de nettoyage évident. Alors là, de toute façon, tous vos paniers sont sales. Alors on rendez compte, regardez. Normalement, je les trempe dans l'eau chaude. Je peux aller au Karcher. Il faut le faire. Vous enlevez tous les papiers, vous les nettoyez. Voilà. Hein? Ce matin, tout ça, hein? Et je m'en vais pas tant que je n'ai pas vu le nettoyer. Ça, je ne peux pas vous le laisser faire comme ça. Regardez, regardez. Ces gouttes sur des produits, vous avez mis des cartons d'emballage, des papiers. C'est des cartons de quoi ça? C'est des cartons de farine. Le problème qu'on ne sait pas, c'est où ça a été stationné, où ça, le nombre de temps, on ira voir les réserves. Vous avez une table en inox, faites une table en inox. Évacuation. Elle se ferme par un bout de bois, un montage artisanal, ça? Non, on les cache parce que comme c'est ouvert par l'extérieur, on a peur que les souris ou un rat qui rentre, alors ça on le bouche pour le rat qui rentre. Pourquoi vous ne mettez pas une grille? J'ai mis une grille et il est parti. La grille est partie? C'est-à-dire elle essaie de casser. Il faut la changer. Qu'est-ce que vous faites de l'huile? Il y a des gens qui le prennent, les mélangent avec le gasoil, les mettent dans la voiture et voilà. C'est la première fois que j'entends que ça marche à l'huile de friture, les moteurs diesel. On va peut-être en penser pour l'administration, ça va peut-être moins cher, je ne sais pas. Hein. Ouais, mais je vais en parler à mon ministre. Moi, je n'ai jamais essayé, mais sinon, je ne sais pas comment ça marche. Alors, vos vestiaires, hein, ils sont sales, il y a une odeur, il n'y a pas de quoi se laver les mains. Ils ont qu'un vague savon qui n'est pas bactéricide, il n'y a pas d'eau chaude, c'est de l'eau froide. Et je vous assure, est-ce que vous croyez, très sincèrement, que les gens, quand ils viennent des toilettes, ils vont avoir envie de se laver les mains dans un environnement pareil? Franchement. Vous le feriez, vous? Regardez, toilettes d'araignée partout. Moi, je ne peux pas le tolérer, ce truc. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Tout est à nettoyer, tout est à revoir. Bon, alors ça, est-ce que c'est avec des fourmis? Vous avez vu? Ah non. Vous allez le faire dehors, pas dedans. Huile douteuse, absence d'hygiène, les beignets sont fabriqués dans des conditions insalubres. Qu'est-ce qu'on risque si on mange un beignet mal préparé ou mal conservé? Alors le beignet est un produit qui n'est pas d'origine carnée, puisqu'il contient que de l'eau, de la farine et du sucre. Donc il n'y a pas un produit à risque bactérien comme un poisson, de la viande, du jambon, ce genre de choses. Le seul risque qu'on a, c'est que, compte tenu de la chaleur, des fluctuations de température, il y a une certaine dégradation du produit qui peut entraîner des indispositions passagères, style diarrhée, style maux de ventre, un peu ce genre de choses qui n'est jamais très agréable. Puis quand même, vous avez un environnement, là, il faudrait aussi faire du nettoyage. Hein. Regardez ça quand même, je sais pas, moi je vous assure que j'ai pas envie de manger un beignet. Hein. Vous allez me dire que vous travaillez 2 mois dans l'année, mais bon, c'est pas parce que vous travaillez 2 mois dans l'année qu'il faut faire n'importe quoi dans des conditions comme ça. Moi, je vous avais mis un certain nombre de conditions l'année dernière que vous n'avez pas respectées. Je vais donc proposer une fermeture administrative jusqu'à mise en conformité. Vous pensez quand même que les gens, ils mangent ce genre de choses. Oui, je sais. Moi, je peux vous emmener voir d'autres ateliers de beignets où on mangerait par terre, hein, ce qui n'est pas le cas chez vous. Hein. J'estime que cette entreprise mérite une sanction dure de façon à la faire réagir. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je vais le faire, mais je me casse. Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je fais travailler des gens et moi je travaille, je me crève pour après me dire fermer. Je suis à Salem, je touche à la mer, je vais aller me baigner sur la plage, me bronzer, c'est mieux. Et je travaille pour après fermer les magasins. Voilà. Le saucisson est fabriqué en Corse, donc on peut estimer que c'est du saucisson corse. Si on se contentait de produire que de la charcuterie à partir de porc corse, vous auriez de quoi fournir pendant combien de temps? Bon, ça représente 4 jours de vente l'été, en plein mois de juillet. Alors là, je suis scié. J'en veux plus. Non. Moi, je connais la qualité de l'eau gustative, c'est tout ce qui m'intéresse. L'île de Beauté est connue pour ses villages ensoleillés, son maquis et ses cochons sauvages que l'on croise sur les routes. Ils sont l'attraction de 3 millions de touristes chaque année. Ils sont aussi la publicité vivante de la fameuse charcuterie corse. Pourtant, certains commerçants préféreraient garder pour eux le secret de la fabrication. Stéphane est un irréductible du savoir-faire corse. Il élève ses cochons et fabrique lui-même sa charcuterie. C'est un jour important pour les cochons, ils partent en finition. Ils passeront 1 mois et demi à la recherche de châtaignes, un luxe indispensable pour ces futurs jambons de qualité. Et maintenant, ce qui les intéresse, là, c'est les châtaignes. C'est ça, hein, ces châtaignes sont petites, mais
Mais enfin, eux, ils les trouvent quand même. Hein. Et ça leur donne un goût spécifique, la châtaigne? Oui. C'est-à-dire que maintenant, là-dedans, ils vont engraisser. Et le gras qui va être autour du jambon, ou autour le grain intramusculaire même du jambon, de la cope, quand ils ont mangé la châtaigne ou quand ils ont mangé le gland, ça donne un goût qui est spécifique, vraiment spécifique à la charcuterie. Ah, c'est un goût de noisette, comme on dit. C'est un goût, ça fond, c'est une charcuterie qui fond sous la langue. De ces cochons, Stéphane charcute la pièce maîtresse, le prisout. Ce jambon sacré en Corse demande 3 années de travail, du porcelet à l'affinage. Alors il ne produit que 250 jambons par an. Il lui en reste un dernier et il le déguste avec un ami entre connaisseurs. Donc on a le gras qui est rosé, hein, la viande qui est très colorée. C'est extraordinaire. La meilleure façon d'en parler, c'est d'en manger. Quand on le goûte, on ne peut plus s'en passer. Parfait. Et pourtant, ce jambon de prestige n'a pas d'appellation d'origine contrôlée. D'ailleurs, en Corse, la charcuterie dans son ensemble n'a pas d'AOC. Du coup, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Alors comment reconnaître la vraie charcuterie corse? Où la trouver? Y a-t-il des arnaques? L'enquête commence sur le pittoresque marché de Porto Vecchio. On en a vu, on a fait le col de Bavella et les porcs en liberté sur la route. On s'est arrêté pour les laisser, pour aller manger les châtaignes. Et donc vous imaginez que la charcuterie corse vient de ces cochons que vous avez pu voir sur la route? J'ai pas d'a priori là-dessus, hein. J'écoute ce qu'on me dit. C'est ce qu'on se dit quand on voit des cochons élevés sur la... Voilà, on se dit que la charcuterie vient de là, quoi. Chez les artisans, on peut espérer que c'est de leur propre production. Oui. Ils s'en défendent d'ailleurs. Hein. Ils disent bien attention chez nous, ça vient du pays, ça vient de nos élevages. Le touriste repart donc convaincu d'avoir acheté un bon produit artisanal, fabriqué à partir de ces animaux que l'on croise au bord des chemins. C'est l'argument des commerçants, mais cet argument frise parfois le mensonge. La preuve sur ce stand, idéalement placé à Ajaccio. Nous nous faisons passer pour des touristes en quête d'informations. C'est pareil, on vous met sous vide. Et c'est vous, non, c'est pas vous qui les faites? Ah oui, c'est nous. Ben, c'est vous qui les faites, tout ça? Ça, c'est notre fabrication. Ah oui. Bien sûr. D'où voulez-vous que ça vienne, monsieur? Regardez, tenez-vous la peine de lire la pancarte, c'est un favori. D'accord. Voilà. Et c'est vos porcs à vous? Sûr, on en tue 350 à 400 dans l'année. Ah, vous êtes éleveur en fait? Oui, bien sûr. Aussitôt qu'il commence à faire froid. Et ça marche bien, hein? Bah oui, hein. C'est-à-dire que quand on vend de la bonne marchandise, ça marche. Le commerçant vante sa charcuterie artisanale, mais en regardant l'étiquette de plus près, on remarque cette inscription. Copa frais et une adresse à Ajaccio. Nous nous y rendons et là, en guise de petite ferme de montagne, nous trouvons un hangar. En fait, Copa frais fabrique de la charcuterie industrielle, rien à voir avec l'élevage traditionnel vanté par le commerçant. Pire, l'entreprise a été condamnée pour avoir vendu de la fausse charcuterie corse. La matière première était achetée telle qu'elle sur le continent, elle ne subissait sur l'île aucune transformation ni affinage, contrairement à ce qui normalement aurait dû être fait. Et ensuite, l'étiquette portait la mention produit corse, alors même qu'il ne s'agissait pas de produit corse. Donc la tromperie a été démontrée et la tromperie portait sur environ 150 tonnes de produits. L'entreprise a été condamnée à payer 7 500 € d'amende pour publicité mensongère et tromperie sur la marchandise. Le consommateur paye au prix fort une marchandise déjà qui coûte moins cher au départ, mais qui également n'est pas de qualité équivalente à la qualité du produit local réel. Donc c'est vrai que ça porte préjudice à la fois au consommateur et au producteur local en fait. Pour certains producteurs, l'arnaque à la charcuterie corse est tentante, car l'image de la Corse fait vendre. Alors comment s'y retrouver? Gilles Anjoubeau est inspecteur de la répression des fraudes. Chaque semaine, il traque les fausses appellations sur l'un des plus grands marchés de l'île, à Ajaccio. Bonjour. C'est le service de la répression des fraudes. Faire un petit contrôle de votre camion. Hein?
La première chose à vérifier pour l'inspecteur des fraudes, les étiquettes, notamment celles qui revendiquent l'origine corse. Donc pour ce produit, il est fait référence à la Corse, il y a la Corse, il y a marqué charcuterie corse, donc est élaboré et affiné donc, dans l'île. Le saucisson est fabriqué en Corse, donc on peut estimer que c'est du saucisson corse. Le saucisson serait donc bien corse, mais l'est-il au plus profond de ses tripes? L'inspecteur demande d'où vient le cochon, et là, surprise. C'est pas du cochon corse. Maintenant, j'ai ouï dire que c'était des cochons bretons. Maintenant, l'origine de la viande, pas que ça me regarde pas, mais moi je connais la qualité gustative, c'est tout ce qui m'intéresse. Du cochon breton dans un saucisson estampillé corse, et pourtant le commerçant ne sera pas sanctionné. Tout est légal. Toute personne qui fabrique une charcuterie en Corse peut faire référence à la Corse, quelle que soit l'origine de la matière première, dès lors que c'est charcuté, salaisonné en Corse. Les charcutiers corses ne sont donc pas obligés de préciser l'origine de la matière première, et du coup, ils peuvent utiliser d'autres cochons que ceux de l'île. Quant au fameux âne corse, il ne finit jamais en saucisson, même si c'est un produit incontournable du marché. Donc c'est un saucisson d'âne corse, enfin saucisson d'âne fabriqué en Corse, comme il est mentionné. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour les touristes. Les Corses n'ont jamais mangé leurs ânes, et c'est de la viande d'âne qui vient de l'Amérique du Sud. Mais jamais les Corses n'ont mangé leurs ânes. Moi-même, j'en ai jamais mangé. Voilà, donc bon, après, ils veulent en acheter, ils en achètent. Mais alors que se cache-t-il derrière ce saucisson d'âne? La réponse se trouve dans un village de Corse du Sud, Bastelic. C'est le bastion de l'un des plus gros charcutiers de l'île. Gilles Anjoubeau continue son inspection. Monsieur Pitironi, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, on vient faire une petite visite de votre entreprise. Faire un contrôle. Ici, le best-seller de l'industrie, c'est le saucisson d'âne corse, fabriqué à partir d'âne d'Amérique du Sud. Cette ambiguïté ne gêne pas notre PDG tant qu'on ne lui demande pas d'en manger. Ça le fait même plutôt sourire. Sachez bien qu'on n'abat pas nos ânes en Corse, au contraire, on est fidèle à nos ânes. Vous voyez, là, il y a un âne sur la Corse. Oui. Ça peut être un peu trompeur quand même. Le consommateur se dit qu'il mange de l'âne corse. Non, oui, il mange du saucisson d'âne corse. On joue sur les mots. Corse. Non, on ne joue pas sur les mots. Puisque vous voyez, M. Anjoubeau va vous le dire. Tout ce qu'on a sur l'étiquette. Saucisson d'âne fabriqué en Corse. L'âne corse peut dormir sur ses deux oreilles. Quant au reste de la charcuterie, c'est un peu la même histoire. Donc là, vous êtes en fabrication de quel produit? Du saucisson, pur porc. D'accord, on va regarder les bacs. Chez notre industriel, on fabrique tous les classiques de la charcuterie corse. Coppa, Lonzo, Figatelli. Et la matière première, ce sont ces carcasses congelées importées du continent, voire de l'étranger. Le PDG assume cette petite cuisine, c'est la recette pour produire moins cher. Donc là, c'est du porc qui vient d'où? C'est quoi? C'est Espagne. C'est Espagne. Oui. Et quelle est la différence de prix entre ce porc-là, par exemple, et un porc corse à l'achat? Celui-là, sur pied, c'est un porc qui vaut 90 centimes à 1 euro le kilo. Et un porc corse vivant, ça vaut entre 2,80 et 3,20 €. Les porcs corses reviennent donc 3 fois plus cher que les cochons importés. Alors chaque matin sur le port d'Ajaccio, les navires arrivent du continent remplis de carcasses de porc, d'ânes ou de sangliers. Sur les 11 000 tonnes de charcuterie corse vendues chaque année, seuls 10% sont issus de cochons élevés sur l'île. 90% de la charcuterie qui est vendue en Corse est faite avec de la viande de la communauté européenne. Alors, on n'a pas à se cacher là-dessus, on est obligé. Quand vous voyez qu'en Corse, il est abattu 4 000 à 4 500 porcs, donc avec 9 000 jambons sur le marché et il s'en vend 60 000 sur la Corse, on a de quoi se poser des questions. Donc, si on se contentait justement de produire que de la charcuterie à partir de porc corse, vous auriez de quoi fournir pendant combien de temps? Bon, ça représente 4 jours de vente l'été, en plein mois de juillet. Monsieur Pitiloni, lui, fabrique plus de 1000 tonnes de charcuterie par an et son entreprise fournit la plupart des marchés de Corse. Dernière étape avant la vente, les saucissons reçoivent une jolie étiquette avec l'île de Beauté en vedette. C'est légal, mais le touriste risque de se faire avoir sur l'île, en beauté.
vous, cette charcuterie, elle vient de porcs nés, élevés en Corse? Ah oui. Ah oui, essentiellement, bien sûr. Je verrais mal une charcuterie corse en important des porcs d'Allemagne ou même d'Espagne ou d'Italie. Non. Sauf que c'est le cas de 90% en fait de la charcuterie vendue en Corse est fabriquée à partir de porcs justement qui viennent d'Allemagne, c'est vrai. De la France. Alors là, je suis scié. J'en veux plus. Non, c'est vrai. Je savais pas du tout. Ouais, 90%. Je savais pas du tout. Je pense que c'est. Enfin, c'est étonnant quand même. Tout à fait. Mais vous auriez jamais dû me dire des choses pareilles. Eh oui, on est un peu déçus, non? Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais là, je suis sûr que c'est pas le cas. Corse ou pas corse, Coppa, Lonzo ou Figatelli restent des musts pour les gourmets. Et d'ici quelques années, les consommateurs pourront y voir plus clair avec la création d'une appellation d'origine contrôlée. On a des produits qui viennent de Chine notamment. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce type de produit ou au contraire rester méfiant et vigilant? C'est ça la réglementation, ce que je vous dis. Un produit qui arrive de Chine, prenons l'exemple d'un lapin, un lapin élevé en Chine. D'abord, vous ne savez pas comment il est élevé. La traçabilité, moi je veux bien, mais en France, vous savez exactement ce que mange un lapin du moment où il est né jusqu'au moment où on l'abat. Là, en Chine, on ne sait pas. Mais enfin, le lapin arrive en France. Il est congelé, il est toujours chinois. On est d'accord? À partir du moment où il rentre sur le territoire français, s'il est vendu en état, c'est-à-dire lapin congelé, on doit indiquer qu'il est chinois. Mais si ce lapin, il est décongelé, désossé, et qu'on en fait un pâté, le pâté devient français. C'est cette législation qui est absurde. Parce que à partir de là, toutes les trahisons sont... La transformation n'excuse pas l'origine. C'est ce que je pense profondément. On n'arrête pas de faire chez les gens avec une législation tatillonne. On est devenu hygiéniste, mais à un point qui devient presque obscène. Et sur des trucs comme ça, on nous embête avec la traçabilité, alors qu'en réalité, la traçabilité n'est pas respectée quand les produits arrivent de l'étranger. C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est là où le législateur a vraiment un rôle à faire. La malbouffe n'a pas fini de sévir. Au nom du sacro-saint rendement et des intérêts commerciaux, l'industrie agroalimentaire continue de mettre sur le marché des produits qui peuvent se révéler dangereux pour notre santé. Les scientifiques et les spécialistes de l'alimentation tirent le signal d'alarme. Il est urgent de réagir contre la malbouffe. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.